Bonjour Fabrice Brégier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors on a déjà beaucoup parlé de Pacte PME ce matin. Est-ce que vous pouvez nous décrire précisément votre action à la présidence de Pacte PME justement? En fait, j'ai pris cette présidence il y a un peu moins de 2 ans et mon action est d'animer ce réseau, essentiellement de chefs d'entreprise ou de responsables. On a 50 grands groupes qui sont représentés à haut niveau. On a des patrons de PME et c'est ça qui est intéressant, c'est que les entreprises elles-mêmes définissent ce qu'il faut faire pour porter les PME les plus dynamiques et en faire des ETI. Donc j'anime ce réseau, on l'a étendu. J'espère qu'on aura d'autres candidats qui viendront parce que c'est aux entreprises à se prendre en charge. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de prendre cette position? C'était important pour vous? Henri Lachmann, qui était le membre fondateur, me l'a demandé. Il cherchait un acteur de terrain. Et Dieu sait que quand on est directeur général, à l'époque, c'était mon rôle chez Airbus, basé à Toulouse, entouré de PME, qu'on a lancé le plan de restructuration Power8, dont une des missions est de réduire les coûts, et donc aussi sur l'ensemble de la supply chain, eh bien on voit les acteurs, les petites entreprises, ce qu'elles apportent, mais aussi comment elles souffrent pour travailler avec un grand groupe. Donc cette démarche m'a beaucoup plu, de pouvoir à la fois dire à mes acheteurs, votre objectif c'est d'être plus compétitif, mais faisons-le avec encore plus d'intelligence, soyons des acteurs de la transformation de l'ensemble de la supply chain pour notre propre intérêt. En 2 ans, le bilan est déjà positif selon vous? Moi je le crois, on a une puissance d'achat de ces 50 groupes de 100 milliards d'euros en France. Il suffit qu'on augmente donc de 5 ou 10 points notre part d'achat auprès des entreprises petites pour que ça ait effectivement un effet très important. Et ensuite, ça nous oblige, nous patrons, à demander à l'ensemble de nos acheteurs, de nos équipes, de se comporter correctement avec les PME, de respecter évidemment les chartes qui ont été signées par l'ensemble des grands groupes, mais aussi d'aller à la recherche des PME qui ont un potentiel. Alors justement, au sein d'Airbus, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment votre politique achat a évolué ces dernières années? Est-ce qu'elle a évolué et comment? Est-ce qu'elle a évolué? C'est dur à dire, mais je pense que l'image d'Airbus a considérablement bénéficié du fait que j'ai pris cette casquette de président de Pacte PME. Un acheteur va à l'essentiel. Il passe finalement presque autant de temps à travailler avec une petite entreprise qu'avec le groupe Safran quand il est chez Airbus. Et le groupe Safran connaît les pratiques d'Airbus, sait travailler avec un groupe de la taille d'Airbus. Une PME, c'est beaucoup plus difficile. Donc il faut faire preuve de discernement, il faut faire preuve de doigté. J'ai créé au-delà de la direction des achats une équipe qui est indépendante et qui est chargée un peu de mesurer la température de notre relationnel au niveau des PME, toulousaines, mais aussi françaises dans son ensemble. Et le retour est positif. Mais est-ce que vous diriez que cet équilibre dans la relation avec les PME, elle est de plus en plus importante, selon vous, aujourd'hui, en 2012? Et il est fondamental. Si je n'arrive pas à livrer mes avions cette année, alors je suis en forte croissance, ce n'est pas pour des problèmes techniques, c'est parce que la supply chain dans son ensemble a des difficultés à suivre. Et pourquoi dans l'aéronautique? C'est parce qu'on a beaucoup de petites entreprises. Mais qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 3 ou 4 ans, par exemple, justement, dans ce rapport avec ce qui a changé, PME? C'est que le volume de business que Airbus, Safran, Thales apportent est en forte croissance, et ça on peut s'en réjouir. C'est qu'il y a eu une crise financière aussi en 2008-2009 qui a fait que ces entreprises ont eu du mal à continuer d'investir. C'est que les banques prêtent moins d'argent globalement à ces entreprises, et donc ça a conduit le GIFAS sous l'impulsion de Jean-Paul Herthemans, et j'étais un acteur majeur à ses côtés, à donner plus de visibilité avec 6 mois de commande ferme auprès des PME. Donc il y a des éléments fondamentaux qui font que ce tissu industriel est plus fragile qu'avant. Et donc notre action, c'est d'être à leur contact, de les aider directement à travers des associations comme l'association Space, qui sur le terrain leur offre un certain nombre de services pour s'améliorer dans leur performance industrielle. C'est leur donner de la visibilité, c'est de les protéger par rapport au système financier et mener des actions pour que les banques continuent d'apporter le financement qui convient. Et c'est de sortir les plus innovantes, de les faire grandir en taille,
de l'offrir leur chance sur les marchés internationaux. Voilà en gros ce que l'on fait au niveau de Pacte PME et j'espère aussi de la filière aéronautique. Est-ce qu'il y a encore, dans ce contexte difficile, d'autres actions à entreprendre pour renforcer encore davantage ce tissu industriel français, selon vous? Oui, énormément. Mais je crois que c'est en parlant des bonnes pratiques, en donnant des exemples positifs. En France, on a toujours tendance à regarder ce qui ne marche pas. Alors, et on va en crever si on continue. Il y a beaucoup de choses qui marchent. Je prends l'exemple de la consolidation du tissu industriel. Airbus, Safran, la Caisse des dépôts ont créé un fonds qui s'appelle Aérofond et qui investit dans les entreprises les plus prometteuses. Ce sont des financements dits pérennes, de long terme, et c'est ce que recherchent les entreprises. Voilà un exemple positif que j'ai fait valoir au niveau de Pacte PME. Il y a eu depuis dans l'automobile un grand fonds qui a été mis en œuvre pour soutenir la supply chain. C'est, je crois, la responsabilité des grands maîtres d'œuvre. On a aussi, une fois par an chez Airbus, une journée avec l'ensemble de nos fournisseurs pour leur expliquer notre marché, notre vision, ce qu'on leur demande sur le low cost, comment on est prêt à les accompagner, parce que ça, c'est très important pour le patron d'une petite entreprise de savoir quoi faire. Sur l'innovation, on est plus au contact des pôles de compétitivité, notamment Aerospace Valley à Toulouse, le soutien de l'IRT. Ça va être un noyau, je dirais, exceptionnel pour identifier les plus innovantes et ensuite leur ouvrir les portes et pas mettre le maquis des barrières administratives d'un gros mastodonte comme Airbus. Alors, puisque vous parlez d'innovation, justement, comment est-ce que vous vous appuyez sur vos fournisseurs et finalement, qu'est-ce que vous attendez d'eux au quotidien? D'abord, il n'y a pas que les petits. Si je prends notre plus grand succès historique, la 320 Neo, c'est grâce à l'innovation technologique des motoristes. Au premier lieu, CFM, Safran et GE. On a choisi ce moteur et ça nous permet d'économiser, avec le talent de nos ingénieurs aussi, 15% de consommation de kérosène sur la 320. On en a vendu 1400 en 18 mois. Bon, ça c'est le groupe Safran, mais le groupe Safran s'appuie sur l'ensemble de sa chaîne de valeur et sur des petites entreprises qui développent des technologies, soit dans le métallurgique, soit dans les céramiques ou dans les composites. Donc c'est ça qu'il faut identifier. Et c'est très difficile de le faire parce qu'on a tellement de barrières à l'entrée pour une petite entreprise innovante. Ne serait-ce que lui voler, même sans le faire exprès, sa propriété intellectuelle. Et parfois, beaucoup de petites entreprises renoncent parce qu'elles ont peur de se faire avaler. Donc ça, c'est des bonnes pratiques. C'est aussi créer par exemple une cellule de l'innovation. On a 15 personnes, une Innovation Cell, qui sont indépendantes de notre département d'engineering et qui sont un peu des professeurs, j'allais dire tournesol, non, c'est peut-être sévère, mais qui viennent prendre des idées. Et puis une de ces idées marchera et la PME qui l'aura apportée, eh bien, sera associée à un très grand avenir. Voilà ce qu'on essaie de faire, mais on le fait pas mieux que d'autres, je vous rassure. Dernière question, Fabrice Prégier, les acheteurs de Safran sont dans cette salle. Quels sont les conseils que vous aimeriez leur donner aujourd'hui? C'est difficile de donner des conseils et je pense que Safran a globalement une bonne réputation. Mais Safran devient un grand groupe aussi et donc ce qui s'applique chez Airbus doit être aussi valable. C'est mettre une dose d'intelligence émotionnelle dans leur acte d'achat. Je crois que c'est important. C'est de s'inspirer des 34 bonnes pratiques identifiées par le pacte PME. C'est de sentir quelles sont les PME qui peuvent vraiment faire la différence pour le groupe Safran et pour elles-mêmes et qui deviendront les champions de demain. Et puis, c'est aussi ne jamais oublier, bien sûr, que tout ça doit être fait pour la compétitivité du groupe Safran. Mais c'est de comprendre que cette compétitivité ne doit pas être recherchée sur le très court terme au détriment du moyen terme et du long terme. Ne transformons pas la filière aéronautique qui est fantastique en filière automobile où il y a eu une grande casse de la supply chain au détriment des grands donneurs d'ordre et au détriment des maîtres d'œuvre et des fabricants d'automobiles européennes. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci.